Alors nous accueillons maintenant François Lambert. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas encore, François était sur l'une des photos de la présentation de Yusuke. Voilà. François est administrateur des affaires maritimes. Il a été le directeur de cabinet d'Annick Girardin, alors ministre de la Mer. François a une expérience il est très polyvalent puisqu'il a à la fois une expérience de terrain qu'il a acquis dans le Pas-de-Calais et dans la Somme. Et il a une très bonne connaissance de l'écosystème maritime et portuaire puisque c'est l'ancien délégué général du groupement des industries de construction et activités navales, plus connu sous le terme de GICAN. Et précédemment, il avait été également directeur adjoint du Grand Port Maritime de Dunkerque. Depuis 1922, François est le directeur... 1922. Depuis... Pardon. Depuis 2022, François, est le directeur général de l'École nationale supérieure maritime. François, c'est à toi. Pardon. Merci Gerson, qui est arrivé à l'école en 1871. Bien, mesdames, messieurs, en vos grades et qualités, je suis ravi d'intervenir cet après-midi, après avoir fait l'introduction ce matin. Je dois avouer que quand Gersand m'a proposé d'intervenir sur les thématiques suivantes, faire le lien avec ce qu'évoquait Yusuke et le programme de l'après-midi sur les sanctions commerciales, je suis resté un peu circonspect. Mais je vais essayer de vous parler de trois idées principales qui me sont venues en discutant avec les différents panélistes. La première, c'est bien entendu le capital humain que tu as évoqué, Yusuke. Et on est très fiers d'avoir rejoint l'International Association for Maritime Universities, grâce au travail d'ailleurs de Gersand depuis de longs mois. Et c'est une très belle tribune pour nous. Ensuite, je vais essayer de parler des droits de douane et de ce que ça implique. Et puis, puisqu'on est sur une journée de l'international, je ne suis pas à l'abri d'une contradiction. J'ai envie de vous parler de la France. Et quand on parle de la France, on parle aussi de notre force, de nos compétences. Et donc, je vais m'adresser plus spécifiquement aux quelques élèves qui sont là. Alors, pour rebondir sur tes éléments, nous aussi, ici, on croit beaucoup au capital humain. Bien entendu, une marine sans marins, une digitalisation complète du transport maritime est une vue de l'esprit. Une vue de l'esprit parce que elle s'apparente évidemment à la science-fiction et que dans toute transition, qu'elle soit énergétique, qu'elle soit digitale, il y a avant tout le mot transition, qui n'est pas le mot de révolution. Et donc, moi, je considère qu'un DGPS, un GPS lui-même, un radar, ce sont des aides à la navigation et qu'aujourd'hui, l'intelligence artificielle, la digitalisation sont des aides à la navigation complémentaires, mais qu'en aucun cas, les jeunes que nous formons ici, dont certains sont présents, ne sont remplaçables, à date, par des machines. Alors, on doit garder cette capacité à former dans un monde qui change, et c'est extrêmement compliqué. On a aujourd'hui dans cette école un projet stratégique. On ne se lève pas le matin en disant bah, tiens, on pourrait travailler sur telle ou telle thématique. Nos élèves sont formés au terme de ce qui est prévu par la Convention internationale dédiée, la STCW, autour de matières qui ne sont pas toujours très stimulantes à apprendre. Elles ne le sont pas plus à enseigner. Je le dis parce qu'on sait tous qu'on porte un petit peu notre croix. Et dans ce contexte, il faut savoir que la STCW n'évolue peut-être pas au rythme auquel le monde évolue. Et donc je veux insister ici sur la nécessaire complémentarité qu'on a à trouver avec évidemment les entreprises du secteur maritime. Je salue l'intervention de Fulvio qui est présent. On aura Laurent Martins également tout à l'heure. Et je pense que c'est une problématique qu'on pourrait aborder aussi sous le volet assurantiel et que connaissent nos différents partenaires étrangers en particulier. On a eu l'occasion d'en parler.
monsieur le directeur général, c'est une problématique que vous adressez également en Côte d'Ivoire. Alors, on le fait assez simplement. Ici, on a fusionné les 4 écoles nationales de la marine marchande en 2010. On est en France, donc on a essayé de gagner de l'argent. On a essayé, on n'a pas forcément réussi. Mais on a essayé, on a fusionné les 4 écoles pour aller vers un projet qui soit plus ambitieux. Une école nationale supérieure maritime, dont le décret a d'ailleurs été revu il y a peu de temps, mais il a 15 ans, ce décret. Il est plutôt bien écrit, même très bien écrit. C'est pas moi qui l'ai écrit, je vous le dis. Mais il est plutôt très bien écrit parce qu'il voit loin. Il voit loin, et on a en France, et j'y reviendrai dans ma 3e partie, mais une capacité à se projeter vers l'interland, vers le portuaire, vers la logistique, vers aussi le fluvial, ce qui n'est pas complètement neutre à l'échelle des chaînes de valeur. Et bien là-dedans, il faut faire des choix qui dépassent assez largement le cadre de la STCW. La navigation, la machine, la construction, l'exploitation, la sécurité, l'électronique, l'électrotechnique, l'automatique, les sciences humaines et sociales, les fondamentaux, c'est intéressant tout ça. Mais il faut faire un peu plus. Il faut former à la décarbonation. Il faut former à la digitalisation. Il faut faire que les méthodes qui ne sont pas encore prévues par la STCW puissent être pour nos élèves des assets, des actifs stratégiques pour que dans 10 ans, 20 ans, quand ils sont à bord des navires, toujours à bord des navires, même si certains iront se reconvertir, vous le disiez ce matin très justement, ils puissent se dire c'est aussi ici qu'on l'a appris et qu'on l'a confronté évidemment à l'industrie. Je trouve que c'était assez intéressant de pouvoir le dire, le parallèle qui était fait sur le méthanol et l'ammoniac me fait dire que dans cette école, ce serait extrêmement long pour tout le monde, pour les élèves comme pour les enseignants, et même pour le directeur général, on pourrait y passer 10 ans ou 15 ans. Mais c'est pas le but de l'école. C'est pas le but. Il faut vous apprendre les rudiments de cette... Et je parle pas de polyvalence ou monovalence, parce que je vous vois... c'est les deux. On pourrait vous garder très longtemps. Mais c'est pas le but de l'école. Le but de l'école, c'est d'aller vous confronter à ce savoir. Parce que c'est vous qui serez demain dans le détroit d'Ormuz, où passe 30% du commerce de pétrole dans le monde. C'est vous qui serez dans le détroit de Malacca, où passe 15% du trafic mondial. C'est vous qui passerez dans la Manche, où passe l'essentiel des navires qui vont vers le Range Nord. Alors je veux revenir aussi, dans une 2e partie, sur la notion de politique commerciale et des droits de douane, taxes sur les importations de marchandises, pas seulement d'ailleurs, ça peut être sur les exportations. Parce qu'on a... et je le dis devant des partenaires extra-communautaires, on a l'Europe. Nous, on a inventé l'Europe. Depuis 1968, on a une possibilité de consolider la place des entreprises locales, de protéger les industries européennes de la concurrence déloyale. D'ailleurs, l'Europe finance son budget à hauteur d'une quinzaine de pourcents sur la base de ces taxes sur les importations. Il y a l'OMC, Jean-Marie Pogam en parlait très bien, il le disait, l'OMC est réformable, j'y reviendrai, avec le principe de la nation la plus favorisée. Et puis les pays ont leur nom propre, on oublie l'Europe ici, ne peuvent pas discriminer, normalement, les partenaires commerciaux. Ça, c'est la théorie. Et puis, il y a la guerre commerciale. Il y a les rétorsions contre les pratiques d'un autre pays qui sont jugées déloyales. En face de nous, il y a le réveil des puissances. Se sont-elles d'ailleurs endormies? Une question qui aurait pu être posée à Pascal Hausseur ce matin. Donald Trump en est évidemment le champion incontesté en matière de communication. Et on a des instruments, on a des instruments pour lutter contre ça. L'instrument anti-coercition, le système de règlement des différends de l'OMC qui était présenté, ou des instruments de défense commerciale contre le dumping. Mais c'est faible, en effet, devant la déferlante communicationnelle qui s'abat sur le monde. Ce que je veux tenter de montrer ici, c'est que possiblement la volatilité qui aura peut-être pour vous, et quelques élèves qui sont là, l'effet le plus direct sur le transport maritime et sur l'abaissement des taux de fret, sera, et c'est le plus immédiat, sera peut-être plus impactante que ce qu'on essaye de faire changer dans la marine marchande sur le fond,
avec des changements extrêmement profonds et qui revêtiront plutôt une grande stabilité. Parce que ce qu'on vous a appris dans cette évolution de la marine marchande, ce qu'on essaye de vous apprendre par le biais de la décarbonation, par la digitalisation, c'est que ces évolutions, qui pourraient paraître quasiment intemporelles, alors qu'il y a une innovation qui est évidemment incrémentale. Le pétrole ne fait pas exception, hein, d'ailleurs. Hein. Je pense que, c'est pas commandant, tu pourrais en parler aujourd'hui au gaz, mais nombre d'innovations sont passées aussi par le volet incrémental. Et donc c'est cette évolution dont on parle, de cette double transition, elle est en fait une forme de stabilité pour maintenir votre savoir et vos compétences. Je vais y arriver en conclusion. En parallèle d'une volatilité et d'une versatilité qui ressort, en tout cas au plan communicationnel, sur les différentes sanctions et axes de communication qui sont portés par notamment les États-Unis. J'en viens à notre pays, parce que c'est important de pouvoir se situer. La France, je vais d'abord parler de ses forces, là-dedans. Ce matin, j'ai trouvé le discours extrêmement intéressant, parce que dans une vision géopolitique très, très réaliste, très réalpolitique. Mais qu'est-ce que c'est aujourd'hui, si on fait le compte? C'est la force de dissuasion, c'est la puissance technique et technologique, c'est le siège au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est un espace maritime qui donne le statut de voisin du monde. J'ai retrouvé cette formule de la part de l'ancien chef d'état-major particulier du président de la République, Bernard Rogel, l'amiral Rogel. C'est la francophonie, c'est la France des Lumières, c'est la France dans l'Europe, et puis c'est l'enthousiasme de Jean-Marie Pogam tout à l'heure sur la capacité qui me fait dire que la France a aussi un siège à l'OMC, et que si on est en mesure d'utiliser le droit, eh bien on peut peut-être, fort de nos compétences, faire évoluer certaines situations et conjurer certaines versatilités. Cependant, je le déplore, nous n'avons pas de stratégie maritime suffisamment affirmée, et ce pour 3 raisons. La première, c'est parce qu'on s'est réveillé il y a peu de temps. Je pense à la diplomatie des océans, pour ceux qui ont écouté le discours du président de la République aux assises de l'économie de la mer. Il le mentionne comme un vrai acquis de ces 2 quinquennats, et je pense qu'on peut dire que la France est plus visible grâce à cette diplomatie des océans et le rôle qu'occupe aujourd'hui Olivier Poivre d'Arvor. La conscience des Outre-mer, ne l'oublions pas, notre capacité aussi, par le biais d'exceptions sur les sanctions commerciales, à graviter dans certaines zones, qui fait de la France le voisin du monde, sur différents bassins, les Caraïbes, l'océan Indien, l'océan Pacifique, les pôles. C'est la création courageuse, dans des moments que certains ont connus, et où on n'avait plus que nos yeux pour pleurer comme officier de la marine marchande, du RIF. Qui aurait parié sur le RIF, sur le registre international français? Qui aurait pensé que le RIF deviendrait un des pavillons les plus en vue, un des registres les plus en vue en Europe, pour aider la France à devenir un des pays qui repasse dans le top 20 sous la flotte contrôlée, qui a doublé son tonnage sur les 10 dernières années. C'est pas neutre. C'est aussi CMA-CGM, une entreprise monde qui a été aidée par l'État français à la fin des années 2000, qui était dans une situation, une très mauvaise posture, mais qui aujourd'hui s'est diversifiée, et de par cette diversification pourrait, je dis bien pourrait, conjurer le sort de la cyclicité du transport maritime. C'est Naval Group, c'est les chantiers de l'Atlantique, c'est la puissance de l'industrie maritime française, la capacité qu'on a à innover et à aller vers d'autres secteurs. Les sous-stations électriques, par exemple, les chantiers. On parle beaucoup des méga-paquebots, mais les sous-stations où les énergies marines ont été des voies de diversification importantes. Et puis j'ajoute le NSM, parce que ce pari qui était fait dans les années 2010, c'était pas nécessairement un pari très simple, mais de se tourner vers l'ingénierie en génie maritime, d'aller vers ce diplôme d'ingénieur qui vous permettra de vous diversifier, d'aller vers
le capitaine illimité, quand on est officier monovalent pont, dès la formation initiale. Je salue le travail qui est en cours. Thomas Roy, enseignant à l'école, est présent là-dessus et on est en train d'y travailler. Il est en train d'y travailler avec François Greenert. Mais tout ça, c'est un réveil un peu tardif, mais il est en train d'arriver. Deuxième raison, c'est qu'on est trop court-termiste. On n'a pas de plan plus loin qu'à 5 ans ou à 10 ans. Moi, on a fait de ma génération, et je le revendique, des nostalgiques du plan. Les gens plus âgés que moi dans la salle, moi j'ai été élevé, biberonné au fait que la datar, c'était un truc qui marchait très bien. De Gaulle avait dit au premier titulaire du poste mettez-moi de l'ordre dans ce bordel. Il l'a dit. Enfin, on dit qu'il l'a dit. Et c'est comme ça qu'on a reconstruit le pays. Je montrais tout à l'heure à la sous-préfète qui venait en visite la reconstruction du Havre. Je ne suis pas vrai, mais je suis très admiratif de la capacité qu'on a eue à reconstruire un territoire. Mais on est trop court-termiste. Notre vision maritime, elle doit s'envisager pas à 5 ans ou à 10 ans. Elle doit s'envisager à 20 ans, à 30 ans. C'est pour ça que j'ai autant insisté dans la stratégie de l'établissement sur Hydro 2040. Parce qu'à 15 ans, on sait à peu près ce vers quoi on doit aller. Quelle doit être la forme de cette école? Quel doit être le choix, en termes d'investissement stratégique, que doit faire cette école pour aller vers quel type de formation? Et c'est extrêmement dur à faire. Et j'imagine que en Côte d'Ivoire, c'est la même problématique. Mais prenons l'exemple de la programmation pluriannuelle de l'énergie, sur laquelle s'écharpe notre représentation parlementaire. Moi, ça me sidère. On parle d'une programmation à quelques années, alors qu'on a un discours, un grand discours du président de la République, qui restera, je l'espère, dans l'histoire, discours de Belfort, qui vous parle du retour du nucléaire, qui vous parle des énergies marines qu'on doit avoir autour de notre territoire. On n'est pas forcément d'accord. On n'est pas forcément d'accord avec cette vision. Mais ça, c'est une vision de long terme. Ça, c'est une stratégie. C'est pas de la politique à la petite semaine. C'est une stratégie, une vraie vision ambitieuse et dans laquelle on doit pouvoir s'inscrire. Le troisième élément, c'est que la mer est trop souvent reléguée comme la portion congrue des politiques sectorielles. Et ça nous empêche de considérer la chaîne de valeur. Ça nous empêche d'aller vers la logique portuaire. Ça nous empêche d'aller vers la logique assurantielle. Ça nous empêche d'aller vers des segments qui sont pourtant identifiés, pourtant bien là, fédérés d'ailleurs par le cluster maritime français, mais qui ne sont pas considérés comme étant des éléments maritimes. Il y a eu des travaux de fait par le MEDEF international, par les différentes chambres de commerce, autour de cet enjeu. Le Conseil d'État qui m'auditionnait hier, avec le président du conseil d'administration, fait un rapport, c'est un rapport annuel sur la question maritime. On commence à le prendre en charge. Mais cette vision d'une politique sectorielle, portion congrue d'une politique sectorielle, une politique de l'énergie, une politique des risques, une politique de l'environnement. Une politique de l'environnement, c'est terrible. C'est-à-dire que la mer, elle est reléguée, pas tellement dans un ministère de l'environnement, je ne ferai pas de commentaires là-dessus, parce que je ne vais pas en faire. Ça n'empêche pas de penser ce que je pense. Mais loger la mer dans l'environnement comme politique me semble aujourd'hui faire considérer deux réalités bien différentes. La mer, même si on ne doit pas la cadastrer, est un territoire. La mer est un territoire particulier, mais c'est un territoire avec des usages et des usagers, et dans lequel, effectivement, il y a des interactions qui existent au plan géopolitique. Les Grecs ont inventé la politique maritime intégrée. C'est eux qui l'ont fait, à l'échelle européenne. Ils ont réussi à se mettre d'accord, alors qu'ils étaient anciens adversaires au plan politique, au niveau national. Maria Damanaki, pour ne pas la nommer, enfermée dans le cadre du régime des colonels. Et puis, le parti qui arrivait au pouvoir, avec un ministre, Kostis Moussouroulis, dont personne ne se souvient, mais c'est à ce moment-là que la déclaration de Limassol avait permis de faire sortir, sous la commission Barroso, la politique maritime intégrée. Parce que la politique maritime intégrée, c'était très bien dit ce matin aussi, c'est la capacité à faire de l'économie une force pour ne pas se faire la guerre. C'est la même logique que le charbon et l'acier entre la France et l'Allemagne juste après la guerre. On s'allie autour d'une logique territoriale et on se dit qu'on va la partager et puis on n'a plus besoin de faire la guerre. Les sanctions commerciales, là-dedans, elles n'existeraient plus. La politique tarifaire, telle que vous la faites ressortir, dès lors que la politique maritime elle est intégrée, que tout ça est spatialisé, pas cadastré, spatialisé, partagé, eh bien, ça peut compter.
J'en arrive à ma conclusion. Si on est conscient de nos forces, et donc en réalité de nos forces, je vais les simplifier, de vos compétences, celles des élèves, si on est conscient des compétences qui sont les vôtres, celles que vous avez pu acquérir ici et que vous allez développer dans quelques semaines pour certains, que vous développez déjà pour d'autres, de la logique de Global Maritime Professional, de Yusuke. J'aime bien le terme, je le reprends. En plus, ici, la GMP, ça compte beaucoup. Merci. Parce que personne ne peut comprendre cette blague. Si on a confiance en l'avenir, mais conscient que ça craque de partout, a été cité ce matin l'amiral Cluzel et puis d'autres penseurs maritimes, mais je pense qu'on doit aussi rendre hommage à notre ancien chef d'état-major des armées, qui est un terrien, Thierry Burkhardt, qui a fait une conférence extrêmement rare, que je vous invite à regarder à la sortie de son mandat de chef d'état-major des armées, où il évoquait le nombre de conflits qu'il a vu croître, se développer depuis son arrivée comme chef d'état-major des armées. Et c'est saisissant. Regardez cette conférence, elle vous montrera que la volatilité dont je parle, la versatilité, c'est une réalité. Et que d'ailleurs les équilibres des institutions sont fragiles. Il me revient ici une phrase de Stefan Zweig qui me fascine pour plein de raisons. Et tout compte fait, quel type de violence pouvait-il imposer dans un État où le droit était solidement ancré, où la majorité du Parlement était contre lui, où chaque citoyen croyait sa liberté et l'égalité des droits garantis par la Constitution solennellement jurée. L'équilibre des institutions, il n'est jamais menacé quand on ne le menace pas. Il n'est pas menaçable, on se dit qu'il est atemporel, mais en réalité, le droit, il est là pour ça. Et donc, si on a le courage de mettre en œuvre le droit et les institutions, alors je pense qu'on peut avoir confiance en l'avenir, et on peut le penser. Et où est la pensée? Là est la puissance. William Shakespeare, écrit par Victor Hugo. Merci de votre attention.